Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous, directement de Montréal, pour un petit Facebook Live en ce jeudi 24 octobre 2024. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage pour me signifier, dis-je, à savoir si le son et l'image sont adéquats. Alors, nous allons bien sûr attendre que les gens se joignent à nous. Nous sommes ici depuis mars, oui, mars 2020. Alors, nous poursuivons de temps en temps, de manière spontanée et impromptue, cette aventure des Facebook Live. Petit thème ce soir, hein? Qu'est-ce que la liberté de penser? Donc, une petite rencontre toujours de 30 à 40 minutes, faite bien sûr de manière improvisée et spontanée. N'hésitez pas à me dire bonsoir et nous allons commencer prochainement, dans quelques instants, avec les points d'information. Sachez que nous avons une super rencontre dans 3 semaines, soit le 15 novembre prochain, au Centre Saint-Pierre à Montréal. Une rencontre qui porte sur les hasards et rencontres, bien sûr, hasards et rencontres insolites de transformation. Ouais, tout un thème, hein, quand même. Disons, les rencontres transformatrices et bien sûr les synchronicités. On me dit que le son est bon, l'image aussi. Je vous mets tout de suite dans le clavardage. Voilà la manière de vous inscrire à cette rencontre. Et sachez que si vous le faites avant le 7, je crois, le 7 novembre, si vous le faites avant le 7 novembre, vous avez un petit rabais, c'est-à-dire un tarif préférentiel Early Bird. Voilà. Alors, je vous invite à cela. À part cela, nous avons une rencontre webinaire en fin de semaine. Allez sur ma page, non, sur la page voxpopuli.tv pour vous inscrire. 160 inscriptions pour samedi. Salutations à tous et à toutes. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. Ce soir, on s'interroge sur la fameuse liberté de penser qui est souvent occultée par le droit à l'opinion. Et voilà, le fameux droit à l'opinion, c'est-à-dire d'exprimer son opinion en toutes circonstances, selon les situations. Ce n'est pas la même chose que, bien sûr, d'exercer sa liberté de penser. Qu'est-ce qui m'a amené à cela? Cette semaine, j'ai présenté à mes jeunes la théorie du relativisme épistémologique, à laquelle je ferai référence dans quelques instants, mais je ne savais pas trop quoi parler ce soir et ça m'est venu à l'esprit. Liberté de penser. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Je vous invite à tenter de répondre à cette question dans le clavardage. Quelles sont les caractéristiques de l'individu libre, hein, dans l'esprit, dans la pensée? Alors, cette fameuse citation de Kierkegaard qui m'est venue à l'esprit, je suis allé la revisiter il y a quelques instants. Et est-ce que je vais la trouver? Attendez une seconde. Je vais juste aller chercher ça pour être sûr, pour ne pas la travestir. Ouais, voilà. C'est bien sûr, hein, je veux bien sûr être fidèle. Voilà. Kierkegaard nous dit, ce philosophe danois qui écrivait sous de divers pseudonymes, les gens exigent la liberté d'expression pour compenser la liberté de penser qu'ils préfèrent éviter. Alors, une thèse, hein, de Kierkegaard qui dit que le plus grand nombre, hein, s'adonne à la liberté d'expression, le droit à l'opinion, mais oublie profondément qu'ils ne sont pas en train de penser, mais simplement en train comment dire, en train de donner leur opinion sans prendre de recul sur différents sujets, souvent, qu'ils ne maîtrisent pas. Hein? Se positionner sur une guerre, hein, qui a lieu dans le monde actuellement, bien, cela demande peut-être de s'intéresser à l'histoire,
des pays en guerre, leurs problématiques et l'histoire des conflits également. Alors, n'hésitez pas à me saluer et à répondre à ma question. Qu'est-ce qu'un individu qui est libre au niveau de sa pensée? C'est le thème de ce soir. Qu'est-ce que la liberté de penser? Tout de suite, Kierkegaard nous invite à nous demander, il distingue par une thèse qu'il y a une différence entre la liberté d'expression que la plupart des gens réclament. Les gens veulent donner leur point de vue, leur opinion sur différents sujets, aiment s'exprimer, cela les libère, cela donne l'impression qu'ils peuvent changer les choses. Mais Kierkegaard nous invite davantage, est-ce qu'il nous invite, il fait plutôt un constat, que les gens troquent cette liberté de penser, qui est peut-être difficile, qui demande du recul, de l'étude, comme disait Gaston Bachelard, les philosophes. Bachelard disait que les philosophes n'étudiaient pas assez. Allons-y, je vais aller partir avec, j'espère la trouver. Prenez pas le temps d'étudier un sujet en particulier. Voilà. Alors, salutations à tous et à toutes. Merci d'être là. Merci à Mélanie, Cathy, Martine, Doris, Christian, Anne-Marie. Sachez que certains nous écouteront en différé et que ces rencontres sont disponibles sur ma page Mathieu Martel Philosophe dans la section vidéo. Vous pouvez aller voir ces petites capsules de 30 à 40 minutes sur différents thèmes. Mais sachez que nous avons aussi eu des rencontres webinaires enregistrées, 22 à date sur mon site. Je vais aller vous chercher ça et mettre ça dans le clavardage si vous voulez aller écouter quelque chose de plus substantiel qui dure 1 heure sur des thèmes. Mais comme je le dis toujours, l'expérience ultime. Bon, je vais effacer ça, voilà. L'expérience ultime, c'est de se rencontrer en présence et de vivre un moment philosophique ensemble. Et notre prochain a été, bien sûr, mis dans le clavardage. Ça sera dans 3 semaines. Nous avons eu, vendredi dernier, cette belle rencontre sur le thème d'aimer autrement au Centre des musiciens du monde. Et 3 semaines avant, nous avons eu une autre rencontre sur la pratique de l'intuition. Écoutez, 12 personnes étaient là à notre première rencontre au Centre des musiciens du monde. Ensuite, 9 personnes. Et là, en association avec Vox Populi, nous revisitons le Centre Saint-Pierre, métro Baudry, le 15 novembre. C'est un retour après mes débuts. Mes débuts étaient là en 2005, ça va faire bientôt 20 ans. Un petit retour aux sources au Centre Saint-Pierre. Nous allons parler de synchronicité et de rencontres déterminantes ces rencontres qui transforment notre vie. Revenons à notre sujet. Qu'est-ce qui caractérise quelqu'un qui pense librement? C'est la question qu'on se pose ce soir. Il y a quelque chose de plus profond que la liberté d'expression, c'est la liberté de penser, mais qu'est-ce que penser? Et en plus, et d'autant plus, qu'est-ce que penser librement? Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet? Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce sujet? Certains se disent libres penseurs, d'autres se disent libres dans l'esprit. Mais qu'est-ce que la liberté de penser? Est-ce que c'est pouvoir remettre en question toute forme d'affirmation? Que ces affirmations-là soient faites par les médias officiels? Que ça soit aussi la possibilité de remettre en question des hypothèses ou des savoirs,
dit scientifique, et même remettre en question les grands penseurs de la tradition philosophique, hein, qui bien sûr amènent leurs thèses et leurs arguments, hein, transmettre cela à travers une œuvre philosophique. Donc, premier critère, la remise en question de tout savoir, de toute opinion et de tout pouvoir, de toute décision politique. Donc, il n'y a rien qui échappe à cette remise, qui échapperait à cette remise en question. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Se remettre en question ou remettre en question un savoir. Et cela demande quand même une forme d'investigation de problèmes spécifiques ou de thèses spécifiques posées. Hein? N'hésitez pas à m'écrire dans le clavardage. J'espère que tout fonctionne bien. Alors, je vous salue tous et toutes. Merci d'être là. Notre dernière rencontre, c'était il y a 11 jours à peu près. Et ces rencontres sont toujours spontanées. Je ne sais jamais à l'avance de quoi je vais parler et quand je vais le faire. C'est un petit peu le format de ces rencontres. Alors, revenons à notre question. La liberté de penser, nous y allons avec un premier critère, qui est celui de la remise en question de toute opinion, de tout savoir, de toute forme d'information. Nous demander si ce qui est présenté devant nous, à travers une publicité, une nouvelle, ou encore des principes moraux ou religieux, si ces principes-là, ces affirmations, à travers bien sûr des jugements, sont acceptables, et pourquoi ne le sont-ils pas, ou pourquoi le sont-ils, ou encore sont-ils vrais? Hein? Donc on peut faire une remise en question à la fois éthique et épistémologique d'affirmation. Est-ce que, et là je vous invite, hein, donc quelqu'un qui exerce sa liberté de penser, hormis la remise en question des savoirs, des principes moraux, religieux ou quoi que ce soit, hein, en fin de compte, il peut questionner, il peut s'interroger, approfondir, c'est-à-dire se poser des questions sur ce qui est affirmé à tous les niveaux. Ça serait peut-être notre premier critère. Y en aura-t-il d'autres? Hein? Et là, on peut se ramener à la notion de penser. Qu'est-ce que penser? Est-ce que ça serait faire des liens pertinents, des liens cohérents? Est-ce que c'est cela, penser? C'est peut-être commencer par se demander, lorsqu'on lit un article ou un livre, de quoi ça parle. Hein? Et quelle thèse soutient l'auteur philosophique? Quels sont ses arguments? D'apprendre à lire, d'apprendre à observer et à se demander de quoi est-il question. On peut se demander par la suite aussi pourquoi l'auteur pense-t-il ce qu'il pense. Faisons une petite... allons-y d'un exemple. Dans la lettre à Ménécée d'Épicure, Épicure nous dit que la philosophie mène au bonheur. On pourrait se demander, mais qu'est-ce qu'Épicure entend par philosophie? Qu'entend-il par bonheur? Et pourquoi nous dit-il que la philosophie mène au bonheur? On pourrait même se demander encore, dans notre investigation, demander à savoir est-ce que tout cela est vrai? Est-ce que tout cela se tient? Est-ce que la pensée d'Épicure a des failles? Est-ce qu'Épicure est dans l'erreur? Hein? Souvent, lorsque nous sommes dans
nous sombrons ou nous sommes, comment dire, praticiens du droit à l'opinion. Nous aimons donner notre opinion, mais peut-être sans avoir approfondi le sujet. C'est-à-dire que lorsque nous donnons notre opinion, nous la donnons rapidement sur un thème, sur un sujet, sur un problème, sans avoir approfondi le sujet ou le problème lui-même. Quelquefois aussi, nous voulons prendre parti. Hein, nous nous dépêchons à prendre parti. Hein? J'adhère à ceci, je n'adhère pas à cela. Je suis pour ce camp, je suis donc contre ce qui est opposé à ce camp. Je vous invite peut-être à aller écouter justement un petit vidéo de Frédéric Schifter qui fait la distinction entre, comment dire, l'intellectuel philodoxe, le penseur et le philosophe. Hein, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, approfondir, allez chercher cette petite vidéo de Frédéric Schifter qui s'amuse à catégoriser. Hein. D'un côté, il y a le penseur systématique. D'autre part, il y a l'esprit, le libre penseur à la Pascal, à la Montaigne. Et d'autre côté, il y a les idéologues qui sont justement, qui ont des formations philosophiques et qui sont très visibles dans les médias et qui sont là pour, bref, et pour Schifter, ils ne pensent pas vraiment. Ils sont simplement là pour pousser une idéologie ou une idéologie ou d'autre part pousser des opinions politiques. Et les philodoxes se penchent justement, sont toujours en train de commenter l'actualité. Ils n'ont pas vraiment de recul, sont à la remorque de ce qui se passe au niveau de l'actualité. Intéressant, hein? Ici, on a comme 3 niveaux. Le penseur systématique à la Spinoza ou à la Platon. Comment dire d'autre part, le libre penseur à la Montaigne, Pascal, qui je pourrais mettre aussi dans cette catégorie-là. Peut-être en quelque sorte Nietzsche, vu qu'il n'est pas tout à fait systématique. Et d'autre part, on a chez les philodoxes et les idéologues, ou ce qu'on appelle les intellectuels engagés, on pourrait en nommer quelques-uns, en France surtout. Hein, pensons à Onfray, par exemple. Voilà. Alors, ce soir, on se pose la question, il y a très peu de paroles sur d'expression dans le clavardage. On se demande, c'est quoi la liberté de penser? On avait trouvé un premier critère, la remise en question de tout savoir. Est-ce que ça implique autre chose? On avait dit en deuxième lieu, tenter de définir c'est quoi penser. Nous avons dit que c'est d'abord tenter de faire des liens, mais aussi se questionner. En y allant à travers 2 questions philosophiques fondamentales qui sont la notion de définition. Hein? Lorsqu'on se pose qu'est-ce que l'amour, par exemple, qu'est-ce que l'amitié, qu'est-ce que la liberté. Et la deuxième question philosophique importante, c'est le fameux pourquoi. Hein? Pourquoi le penseur affirme-t-il certaines thèses, ce qui nous amènera à fournir des arguments pour venir soutenir la thèse. J'ai commencé la rencontre en citant Kierkegaard. Je vous rappelle cette citation-là, que j'ai tout de suite effacée, hein, mais c'est que Kierkegaard disait que les gens sont prompts à vouloir exprimer leur opinion. Et de ce fait,
Hein, c'est comme s'il y avait une pulsion de se positionner, de dire ce qu'on pense d'un événement, sans bien sûr approfondir, prendre le temps de se pencher sur une problématique ou un problème, que ce soit une guerre, que ce soit un conflit religieux, que ce soit des questions portant par exemple sur l'aide médicale à mourir, le suicide, ou encore, comment dire, l'avortement ou quoi que ce soit. Ce sont des questions qui sont pas, qui impliquent une forme de controverse et des questions qui ne se résoudent pas facilement d'elles-mêmes, demandent réflexion et bien sûr impliquent des jugements de valeur. Donc ce sont des questions controversées qui ne portent pas vraiment sur la nature d'un savoir scientifique ou la recherche de précision au niveau des faits. Voilà. Salutations à Olivier qui vient de se joindre à nous. Merci à Mélanie, Cathy, à ceux et celles qui nous écoutent en secret, en différé. Merci à Martine, Doris Christian, Anne-Marie et compagnie. On salue ceux et celles qui nous écouteront durant la semaine. Si vous avez manqué nos derniers Facebook Live, c'est dans la section vidéo de ma page. Il y a la section événements. Et on a cette super rencontre dans 3 semaines. Ça sera notre dernière rencontre, les amis, pour se voir en présence et vivre une expérience hors du commun. Je fais ça depuis maintenant 20 ans, en continu. Lorsque j'ai sorti mon premier livre en 2025, le lancement est un 18 mars 2005, et là on se voit un 15 novembre 2024 au Centre Saint-Pierre. J'ai bien hâte de vivre cette expérience-là. Il y aura toutes sortes de témoignages. Je me laisse aussi inspirer par votre présence pour... c'est une approche jazzée. Il n'y a rien de mieux que d'être en présence, mais les Facebook Live permettent, ce que j'aime, ça permet de rejoindre des gens ailleurs. On a des auditeurs de la France, de l'Afrique, de Floride, etc., du Québec. Et ça permet d'être en contact d'une autre manière pour ceux et celles qui ne peuvent pas vivre cette expérience-là en direct. On continue. Notre thème de ce soir, être libre de penser. Sartre, pour qui nous sommes condamnés à la liberté, dit que nous pouvons, bien sûr, nous nous définissons par les projets dans lesquels, les projets que nous, bien sûr, que nous créons, dans lesquels nous nous investissons. Et Sartre nous dit que cet exercice de la liberté fait en sorte que nous pouvons nous réinventer, revenir sur nos décisions. C'est ça qui est intéressant au niveau de la liberté. Nous pouvons, bien sûr, abandonner certaines croyances et valeurs, certaines positions, après avoir réfléchi sur celles-ci. Peut-être que dans un certain âge de la vie, certaines positions ne tiennent plus. Ça me rappelle la position des stoïciens qui disaient que ce qui nous fait souffrir, c'est en quelque sorte le fait que c'est nos jugements sur ce qui nous arrive. Parce que pouvons-nous vraiment... bref, ce sont les jugements que nous entretenons sur ce qui nous arrive qui nous font souffrir. Et là, on parle encore de pensée, mais dans une autre perspective. La pensée peut être à la fois un piège, et à la fois elle peut être libératrice. De quoi je parle? Est-ce que vous me direz, avez-vous un exemple
à ce sujet. Admettons que quelqu'un reçoit une nouvelle concernant son emploi. On lui dit « Tu es remercié. Tu n'as pas à rentrer demain. » Vous pouvez voir cela tout de suite comme étant une mauvaise nouvelle, mais ça va dépendre de votre contexte. Vouliez-vous quitter l'emploi? Étiez-vous en train de réfléchir à une nouvelle avenue dans votre vie? Est-ce que le fait d'être remercié vous libère? Hein? Ou encore, vous étiez en train peut-être de mûrir une nouvelle direction, un nouveau changement, un nouveau projet dans lequel, je ne sais pas, tracer de nouveaux chemins pour aller dans une autre direction. Et cela tombe bien, hein? Car la compagnie ferme et vous permet justement d'être sur le chômage un peu de temps et de réfléchir. Donc, lorsqu'il nous arrive quelque chose de difficile, pouvons-nous prendre le temps aussi de nous demander est-ce que la situation, est-ce que cela est quelque chose de bienvenu? Est-ce que cela est quelque chose de problématique, ce qui m'arrive? Si je suis sincère avec moi, est-ce que j'avais besoin d'un temps pour réfléchir? Est-ce que ce congédiement ou cet arrêt de travail s'inscrit pour moi dans un besoin de prendre du recul, de réfléchir et de me réorienter dans une autre direction? Donc avant de juger en bien et en mal ce qui nous arrive, nous pouvons étudier la situation et nous situer par rapport à celle-ci. Certes, si nous teintons immédiatement ce qui nous arrive en bien et en mal, et que nous nous répétons ça à chaque jour, parce qu'il y en a qui se répètent ça à chaque jour, hein? Ma situation est horrible. Je ne suis plus capable. Et là, c'est comme un mantra que l'on répète. Je ne suis plus capable, mais je continue à être en colère, je continue à être révolté, et je ne fais rien. Donc, je peux, répéter dans mon esprit, sous le coup de l'émotion, toutes sortes de pensées. Je pourrais aussi m'abstenir de penser et de simplement constater ce qui arrive et me dire qu'ai-je le goût de faire, que puis-je faire, qu'est-ce qui m'inspire, et d'être proactif et de saisir cela comme une occasion. Salutations à Olga qui vient de se joindre à nous. Mais je voulais revenir sur les stoïciens parce que la pensée, c'est que nous teintons ce qui nous arrive. Parce que nous sommes des êtres qui jugeons. Jugeons au sens où nous émettons des jugements de valeur, des jugements normatifs, jugements de fait. Très difficile. Je suis allé voir un concert récemment. J'ai goûté le concert, mais j'ai aussi porté des jugements sur les musiciens. C'est très difficile de ne pas porter de jugement. Ce qui est encore plus difficile, c'est que lorsque nous nous accrochons à ces jugements-là et que nous les nourrissons à l'infini. C'est pour ça que pour les stoïciens, la pensée, à la fois la pensée peut nous libérer, hein, libérer de certaines idéologies, de systèmes qui nous enferment, mais à la fois, elle peut être une prison, elle aussi. C'est un paradoxe que la pensée. Dans la tradition indienne, hein, on a vu le mental et la pensée comme étant un problème. Je n'embarque pas dans cette vision des choses-là. Mais ne pas s'attacher
à l'infini aux pensées, ne pas les nourrir non plus à l'infini, dans un aspect négatif ou autre, ça peut nous ramener peut-être à notre liberté profonde. Olga de dire la pensée peut être un piège quand on s'invente des scénarios. Hein? On s'accroche à des rêveries, à des scénarios interprétatifs. Cela me fait penser à un jeune que j'ai croisé à la grande bibliothèque qui avait côtoyé lors d'une soirée. Il avait fait la connaissance d'une jeune femme lors d'une soirée de métal, de spectacle d'heavy metal. S'était rapproché d'elle, lui avait laissé son numéro de téléphone, tenté de rentrer en contact avec elle, il y avait eu rapprochement et tout. Et là, étant donné lorsqu'on n'a pas de nouvelles, on se met à interpréter. Hein? On ne sait pas ce qui se passe dans l'esprit de l'autre. La seule chose qu'on peut constater, c'est que l'autre ne nous donne pas de nouvelles. Et l'école de Palo Alto, hein, là où, je crois, pratiquait Paul Watzlawick, j'espère que je le prononce bien, on demandera à Magdalena si je l'ai bien prononcé, Paul Watzlawick. Il y a là aussi celui qui a inventé la théorie du flow, qui a un nom, hein, tout à fait inusité, Csikszentmihalyi. Mais nous demanderons à Magdalena, si j'ai bien prononcé le nom de Paul Watzlawick, qui disait que même quand on n'a pas de nouvelles, il y a nouvelles. Basé sur quel principe? Et là, vous allez me dire, mais Mathieu, vous êtes en train de digresser. Ouais, peut-être. Mais c'est que, basé sur deux principes. Le premier principe, c'est que tout est communication. Et même quand quelqu'un ne donne plus de nouvelles, il y a communication. Mais nous cherchons à interpréter. Comment se fait-il? Pourquoi? Nous pouvons écrire à l'autre et tenter d'avoir une réponse. On peut faire ça. Pour avoir l'heure juste. Mais nous sommes enclins, hein, on revient à notre point, par la pensée à nous faire toutes sortes de scénarios. Très difficile de revenir aux faits, au constat, ou d'enquêter par soi-même. Les stoïciens nous diraient enquête. Hein? Ce qui dépend de toi, c'est de communiquer avec l'autre. L'autre ne donne plus de nouvelles après 3 fois. Qu'est-ce qu'on fait? Quand l'autre, est-ce qu'on rumine encore, on spécule, etc. On peut se dire, ben, l'autre est libre, l'autre vit, l'autre ne nous répond pas. Ah bon, merci, ma Martine. Václavic, comme dans Vanda, hein, c'est ça? Paul Václavic. OK, merci. Là, j'ai perdu mon thème. Donc, l'autre ne nous répond pas, ne donne plus de nouvelles. Nous pouvons faire, nous disent les stoïciens, ce qui dépend de nous. Ce qui dépend de nous, c'est la pensée et la volonté. Donc, allons poser des questions. Et si l'autre ne nous revient pas, ben inspirons-nous de Woody Allen dans le film Whatever Works. Allons vers ce qui est fluide, ce qui coule, ce qui fonctionne. Mais nous résistons à cela, ce qui coule et ce qui fonctionne. Hein? Nous résistons à cela. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que nous sommes accros au connu, à la souffrance, au défi, nous carburons au défi. Nous n'avons connu que des conflits, des difficultés. Est-ce que c'est ça? Revenons à notre point. Hein? Cette pensée, elle est paradoxale. Elle peut à la fois nous libérer et à la fois nous emprisonner. Alors, quand on parle de liberté de pensée,
On peut être aussi sous le joug de l'aliénation de soi par le fait de suranalyser, surinterpréter ou tout vouloir contenir et saisir via la pensée. Car cela nous rassure que de savoir profondément, savoir, s'accrocher au savoir. Wow, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de live. Quand même pas si pire ce soir. L'autre était quand même bien aussi, si je me permets un jugement. Merci à Mélanie d'être présente, à Cathy, merci à Martine, Doris, Christian, Anne-Marie, Olivier, Olga et compagnie. Olga n'était pas supposée d'être là. Elle est là. On salue Magdalena aussi. On salue qui donc? On salue Paul. On salue François, dont la fête était avant-hier. On le salue. On salue aussi comme auditeur, notre auditeur qui se promène, là. Des fois, il est à Boston, des fois, il est en Floride. Ricardo, est-ce que c'est ça? Oui. Et j'en oublie d'autres. Louis-Étienne, je salue également Michel de la France et bien d'autres. Alors les amis, c'est un rendez-vous. Je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir vous voir sur Facebook, mais il y a un rendez-vous le 15 novembre, vendredi soir, 19h. Montréal, métro Baudry, Centre Saint-Pierre, une belle rencontre. Incroyable, j'ai tellement hâte. Et après, je prendrai une pause. Pause de conférence. Juste, il y aura un retour au mois de janvier avec une activité spéciale sur Zoom au mois de janvier. Mais sur ce, portez-vous bien. Bonne fin de soirée. Prenez soin de vous et exercez votre liberté de penser si cela vous dit